Sur les images tirées de caméras de surveillance que vous découvrez en ce moment même, vous apercevez un homme d'une soixantaine d'années faisant des allers-retours réguliers entre la rue et son hôtel. Il est calme, posé, déterminé, et il tient quasiment sur toutes les images ce sac en plastique violet. C'est cet homme qui sera retrouvé mort au petit matin le 16 juin 2009 par un couple de promeneurs sur une plage, la plage de Rossesspans près de Siglo en Irlande. Il s'est malheureusement suicidé, en tout cas selon l'enquête. Une enquête qui aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est que personne ne sait qui est cet homme. Le prénom et le nom qu'il a donné à son hôtel sont faux et la police ne retrouve aucune trace de son passé, comme si cet homme n'avait jamais existé. La seule chose que l'on sait, c'est ce qu'il a fait les 4 jours précédant son décès, grâce à des témoignages et à ces images de vidéosurveillance. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son attitude est assez étrange. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire totalement incroyable. L'une des affaires peut-être les plus mystérieuses de ces 30 dernières années. Vous allez voir que les enquêteurs se sont retrouvés face à une véritable énigme. Une affaire qu'ils ont essayé de résoudre par tous les moyens, empreintes digitales, ADN, signalement à Interpol, appel à témoins. Mais encore aujourd'hui, plusieurs questions restent en suspens. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une fois n'est pas coutume, on va essayer ensemble d'aller un peu plus loin sur cette mystérieuse affaire, d'essayer de trouver quelques réponses et je vais essayer de vous partager ce que j'ai pu moi découvrir ou ma réflexion, qui n'est que ma réflexion, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on puisse évidemment partager nos commentaires ensemble et j'attendrai évidemment vos réactions en commentaire à la suite de cette vidéo. C'est parti. Un mystère qui commence donc sur cette plage de Rossesspans, près de Siglo, nous sommes en Irlande. C'est ici que le 16 juin 2009, à 6h45 précisément du matin, un couple de joggeurs qui s'entraînaient pour un futur triathlon aperçoivent sur le sable ce qu'ils pensent au départ être un mannequin. Mais en se rapprochant, ils se rendent compte qu'il s'agit bel et bien du corps d'un homme, et cet homme, c'est incontestable, est décédé. Les autorités locales sont rapidement prévenues et arrivent sur place. Effectivement, ils constatent le décès de cet homme. Le problème, c'est que cet homme ne possède pas de papier d'identité sur lui. Il porte un t-shirt marine, un maillot de bain violet, des sous-vêtements noirs et une montre. Et chose très curieuse, qui peut paraître être un détail, mais vous verrez au fur et à mesure de l'histoire que ça n'en est pas un, toutes les étiquettes des vêtements qui se trouvent près de son corps ont été coupées, ont été retirées. Et donc on trouve à côté de lui tout un tas de vêtements, tout un tas de choses qui lui appartiennent, comme par exemple une veste en cuir noir, un pull noir sans manches de la marque Tommy Hilfiger, des chaussettes bleu marine, une ceinture en cuir noir de marque Key West USA fabriquée en Italie, un paquet de mouchoirs avec le mot doux qui est imprimé dessus, de l'argent, 140 € en billets et 9 € en pièces de monnaie, plusieurs feuilles de papier vierge, une enveloppe, du plâtre de la marque Plaster, 55 mg d'aspirine en tablette de la marque Bayer et une barre de savon qui n'a pas été ouverte où il est inscrit soin, savon, doux, hôtel. Donc on imagine que c'est un savon qui appartient à un hôtel. Le problème c'est que cette marque n'est pas utilisée dans les hôtels d'Irlande. Voilà pour les constatations faites sur place. Le corps de cet homme sera ensuite emmené à la morgue. Alors petite parenthèse, il existe une photo post-mortem de cet homme, une photo qui a été diffusée pour qu'on puisse ensuite retrouver son identité. Elle est trouvable évidemment sur internet, mais moi j'ai décidé de ne pas vous la diffuser. On va ensuite analyser le corps de cet homme. On sait que c'est un homme d'une soixantaine d'années. Il mesure 1,79 m et son décès remonte, en tout cas selon les médecins légistes, à moins de 24 heures, donc c'est assez récent, et son corps ne présente pas de blessures suspectes. Ça c'est la première chose. Ensuite on va aller un peu plus loin dans les analyses et on va découvrir que cet homme a été marqué par son passé et n'était pas en très bonne santé. Tout d'abord, on s'aperçoit qu'il n'avait qu'un rein. Soit parce que ce rein, il l'a donné quand il était plus jeune, soit parce que ce rein était malade et il a été opéré aussi dans sa jeunesse. Ça, c'est une certitude. Et en très mauvaise santé parce que cet homme était un grand fumeur et souffrait d'un cancer de la prostate à un stade très avancé. Il ne lui restait que quelques semaines, voire quelques mois à vivre, selon les médecins. Et ce qui les laisse perplexes durant l'autopsie, c'est que l'examen toxicologique montre que cet homme ne prenait aucun douleur, pas même l'aspirine qu'on a retrouvée à côté de lui, à côté de son corps. Ça veut dire que soit il ne savait pas qu'il était malade, soit il a décidé de ne pas lutter contre. L'autopsie finale va donc conclure à un suicide, mais il y a toutes ces questions qui sont là. Qui est cet homme? D'où vient-il? Est-il marié? Comment s'appelle-t-il? A-t-il des enfants? Qui prévenir? Ces questions,
l'inspecteur John O'Reilly, qui est chargé de l'enquête, ne peut pas y répondre. Tout simplement parce que cet homme, oui, s'est suicidé, mais il l'a fait dans l'anonymat le plus complet, à tel point qu'on se demande même si cet homme a existé quelque part. La seule chose qu'on a, c'est ce qu'il a fait donc les 4 jours précédant sa mort, de par les témoignages et de par les images de vidéosurveillance. Sligo est une ville de taille moyenne, il y a 20 000 habitants, on retrouve sa trace à différents endroits. Et donc la toute première fois que l'on voit cet homme sur des images, regardez, c'est le 12 juin 2009 à un dépôt de bus dans le nord de l'Irlande, précisément entre 14h30 et 16h. Il porte 2 sacs, une petite sacoche et un sac noir un petit peu plus grand. Il va demander à un premier chauffeur de bus, et ce sera vérifié parce que ce chauffeur sera interrogé, si ce bus va bien en direction de Sligo. Donc il a l'intention de se rendre à Sligo. Le chauffeur de bus lui répond par la négative, lui va à Galway, mais il lui indique l'autre bus à prendre pour aller à Sligo, et cet homme va donc prendre la direction de ce bus. Il arrive à Sligo à 18h28. Il prend un taxi et va demander au chauffeur s'il connaît un endroit pas cher où il va pouvoir séjourner quelques jours. Le conducteur de taxi va l'emmener tout d'abord au Criskin Land Guest House, mais c'était complet à ce moment-là, alors le chauffeur de taxi va le conduire finalement au Sligo City Hotel. Là, il restait quelques chambres disponibles. L'homme va s'enregistrer dans cet hôtel à 18h52 sous le nom de Peter Bergman. On a un nom. Cet homme s'appelle donc Peter Bergman. Et il va payer pour 3 nuits, 66 € la nuit, un paiement qu'il fera en espèces. Et d'ailleurs, tous les paiements qu'il va faire ensuite se feront en espèces. Ça montre déjà sa volonté d'être le plus discret possible et de ne pas dévoiler son identité. L'employé qui va prendre la réservation de cet homme va discuter un petit peu avec lui et dire aux enquêteurs que cet homme avait un accent allemand ou autrichien, mais qu'il s'exprimait dans un anglais quasiment parfait. Et d'ailleurs, l'adresse à laquelle il s'enregistre est une adresse autrichienne. Alors, elle est très compliquée à dire, donc je vous la inscris juste en dessous. C'est l'adresse à laquelle il s'est enregistré. Le problème, c'est que cette adresse n'existe absolument pas. Alors vous allez me dire, mais l'employé ne lui a pas demandé une carte d'identité pour prouver son identité et son adresse? Eh bien non. C'est ça qui est dingue, c'est que l'employé n'a pas demandé la carte d'identité de ce monsieur. Non seulement l'adresse est fausse, n'existe pas, mais son prénom et son nom, eux aussi, sont faux. Après l'enregistrement, il va prendre la direction de sa chambre. Sa chambre sera donc la chambre 705, mais il ne va pas rester très longtemps dans sa chambre. Il aura très souvent la bougeotte, et c'est ce que vont montrer les images de vidéosurveillance. Il va faire en tout, durant son séjour, 13 allers-retours entre sa chambre, entre l'hôtel et la rue. Et à chaque fois, c'est un peu le même manège. Il tient dans sa main, regardez, on le voit, un sac en plastique violet. Et dans ce sac plastique, il y a forcément quelque chose parce que ce sac est rempli. Et quand il revient, il n'a plus ce sac en plastique violet. Et quand il ressort un peu plus tard, il a à nouveau un sac en plastique violet. Alors est-ce qu'il a plusieurs sacs en plastique violet qu'il bouge comme ça en ressortant de l'hôtel, ou est-ce que c'est le même qu'il plie dans sa poche? Moi je penche plus pour cette solution, c'est-à-dire que c'est toujours le même sac en plastique qu'il plie à chaque fois et qu'il met dans sa poche. Et que contient ce sac en plastique violet? Ça, c'est la grande question des enquêteurs, qui concluront que ce sac en plastique violet contenait ses affaires personnelles. En fait, on a l'impression qu'il s'est débarrassé au fur et à mesure de son séjour à l'hôtel de toutes ses affaires personnelles. Le problème, c'est qu'on n'a aucune image du moment où il va jeter le contenu de son sac, soit dans une poubelle, soit autre part. Le jour suivant, soit le 13 juin 2009 à 10h49 précisément, il est à nouveau enregistré par les caméras de surveillance de Sligo en train de marcher en direction d'un bureau de poste. Il va se rendre effectivement dans ce bureau de poste et il va acheter 8 timbres à 82 centimes et des autocollants qu'il a payés encore une fois en espèces avec un billet de 20 € et on lui a rendu précisément, parce que ça a été vérifié, 11,80 €. Des timbres évidemment pour envoyer une lettre, mais pourquoi? À qui? Et ça, encore une fois, les enquêteurs vont être incapables de localiser cet envoi. On ne sait pas à qui il va écrire. Un peu plus tard dans la journée de ce 13 juin 2009, il va y avoir un moment troublant. Un moment troublant en tout cas pour la femme de ménage qui s'apprête à rentrer dans cette chambre 705. Avant de rentrer, elle frappe à la porte, personne ne répond. Alors elle décide de rentrer en pensant qu'il n'y a personne et elle découvre en face d'elle cet homme qui la regarde d'une façon très étrange et qui a l'air absolument surpris de se retrouver face à elle.
Et les mots exacts de cette femme de ménage, c'était comme si je venais de le surprendre en train de faire quelque chose de mal. En fait, elle a eu l'impression de le déranger et il a, semble-t-il, après ça, été un peu plus soulagé quand il a vu que ce n'était que la femme de ménage. Le 14 juin 2009, entre 11h et 11h30, l'homme quitte son hôtel et commande un taxi. Il va indiquer sur une carte au chauffeur de taxi la colline de Strand, parce que c'est un endroit réputé à Sligo et parce que c'est un endroit surtout conseillé aux touristes qui viennent dans cette région. Et il va aussi demander au chauffeur de taxi si à tout hasard, il ne connaîtrait pas une plage sur laquelle il pourrait se poser et il pourrait nager. Ce à quoi le chauffeur va lui conseiller la plage de Rossesponds, cette plage où on va retrouver son corps quelques jours plus tard. Et l'homme en question, qui se fait appeler Peter Bergman, va lui dire écoutez, emmenez-moi dans cette direction. Le trajet va plutôt bien se passer, l'homme sera bavard selon le chauffeur de taxi, il va confirmer d'ailleurs son accent germanique et il va aussi le décrire physiquement, c'est pour ça qu'on va confirmer que l'homme a bien pris ce taxi. Il va dire que c'était un homme d'une soixantaine d'années, mesurant environ 1m70 avec, et c'est un signe distinctif, des dents bien alignées mais avec 2 dents dorées. C'est comme ça qu'on reconnaît cet homme. Et chose importante, pendant le trajet, l'homme n'a pas de sac sur lui. Une fois arrivé à destination, une fois arrivé sur cette plage de Rossesponds, l'homme va sortir du taxi, va prendre quelques minutes pour regarder autour de lui et va remonter dans le taxi. C'est un peu comme s'il était venu repérer les lieux. Et le taxi va le ramener jusqu'à une station de bus. L'homme va payer le taxi 20 €, encore une fois, en espèces. Le 15 juin 2009 au matin, c'est le jour où Peter Bergman doit rendre sa chambre d'hôtel, c'est le jour où il doit s'en aller. Mais il va faire un petit tour à la réception et il va leur demander s'il peut partir un peu plus tard, parce qu'il lui reste quelques courses à faire. Et il va ressortir de l'hôtel, encore une fois, ce matin-là, avec ce fameux sac en plastique violet. Il sera revu plus tard à 13h06, précisément à la réception. C'est le moment où il va rendre ses clés, c'est le moment où il quitte l'établissement, fin du séjour pour cet homme. Et regardez, il quitte l'hôtel avec ses sacs habituels, sauf le sac un peu plus grand, noir, avec lequel il est arrivé à Sligo quelques jours plus tôt. C'est pour ça que les enquêteurs pensent qu'en fait, il s'est débarrassé de toutes ses affaires, que ce sac noir contenait ses affaires personnelles et que le sac en plastique violet a servi justement à disséminer les affaires un peu partout dans la ville, en tout cas à s'en débarrasser. C'est ce qu'ont conclu les enquêteurs. Une fois l'hôtel quitté, il va se rendre dans un centre commercial qui est situé à une centaine de mètres, c'est le centre commercial Quayside. Et encore une fois, il va être enregistré par la vidéosurveillance en train d'attendre devant la porte du centre commercial. Il attend comme si il attendait quelque chose. À 13h16, il quitte le centre commercial pour prendre la direction de la gare routière. Alors qu'est-il venu faire au centre commercial? Ça, c'est une véritable question. Peut-être parce qu'on n'a pas d'image de ce sac à bandoulière après quand il arrive à la gare, s'est-il débarrassé, encore une fois, d'affaires et notamment de ce sac à bandoulière. Une fois arrivé à la gare à 13h38, il va s'installer sur une petite table et va commander un cappuccino ainsi qu'un toasté au fromage. Et pendant qu'il est en train de manger, regardez, il va sortir un papier et commencer à écrire dessus. Et après avoir relu ce qu'il venait d'écrire, eh bien, il va déchirer ce papier et le jeter à la poubelle. Alors encore une fois, on se pose la question, à qui a-t-il écrit? À qui était destiné ce papier? Qu'a-t-il écrit dessus? Est-ce que c'était une lettre d'adieu? Ça, on ne le sait pas parce qu'entre le moment où on découvre le corps de cet homme et le moment où l'on regarde, visualise ces images, il s'est passé déjà quelques jours et la poubelle a été vidée déjà plusieurs fois. Après ça, il va demander à un employé de la gare à quel endroit part le bus qui est à destination de la plage de Rossesponds. On peut se poser la question aussi, pourquoi a-t-il pris le bus et pas le taxi, sachant qu'il lui restait un peu d'argent, puisqu'on va découvrir près de son corps les 140 € en billets. On peut se dire qu'il aurait pu prendre un taxi, donc ça reste aussi un mystère. L'employé en question va lui aussi être interrogé. Il va confirmer l'accent germanique de l'homme et va expliquer que cet homme paraissait nerveux, stressé, inquiet. Et à 14h40, le 15 juin 2009, Peter Bergman monte dans le bus à destination de la plage de Rossesponds, prend un ticket. Le chauffeur va lui demander s'il veut aussi le ticket retour parce que c'est habituel, hein, quand on va sur la plage en bus, on demande forcément le ticket retour et c'est ce qui va paraître très étrange au chauffeur de bus parce que l'homme va lui répondre que non. Et le voilà donc arrivé sur cette fameuse plage de Rossesponds et encore une fois, on va savoir ce qu'il a fait ces dernières heures parce que des témoignages vont arriver, des gens l'ont croisé sur cette plage. Il y a des personnes qui l'ont croisé donc en milieu d'après-midi en train de marcher le long de la plage, un homme qui avait l'air calme,
serein, qui avait l'air bien, qui arpentait la plage en saluant les gens qu'il croisait. Il avait un journal sous le bras, il n'y avait rien d'inquiétant. À 21h30, pendant la soirée, toujours ce 15 juin, il va être aperçu une nouvelle fois par deux autres personnes qui vont décrire un homme qui avait les pieds dans l'eau, le pantalon remonté jusqu'aux genoux, qui avait les mains derrière le dos et qui semblait observer l'horizon. Un homme qui semblait dans son monde, c'est ce que diront les témoins. Entre 22h30 et 23h, la nuit est tombée. Un couple qui était posé sur la plage affirme avoir croisé à nouveau cet homme qui redescendait donc au niveau de l'eau. Ils l'ont salué, lui a simplement hoché la tête. À 23h10, il est vu assis sur un banc en train encore une fois d'observer l'horizon. Il tient toujours le sac en plastique violet. Et puis à 23h50, il sera vu pour la toute dernière fois en train de longer l'océan, toujours en train de tenir son sac en plastique violet, sac en plastique qui ne sera pas retrouvé le lendemain quand on va découvrir son corps. Il l'a certainement jeté, il s'en est débarrassé, en tout cas on ne sait pas où se trouve ce sac en plastique. Et donc 23h50, c'est la toute dernière fois où Peter Bergman, en tout cas cet homme non identifié, sera vu vivant, parce que le lendemain il sera retrouvé par ce couple de promeneurs. Voilà les 4 derniers jours de cet homme non identifié, avec toutes ces questions, toutes ces interrogations. Qui est-il vraiment? Où vivait-il? Est-ce qu'il vivait en Autriche? Est-ce qu'il vivait en Allemagne? Est-ce qu'il est déjà venu dans cette région? Est-il déjà venu en Irlande? Est-ce qu'il était en pèlerinage avant de se laisser partir? Est-ce qu'il se savait malade? Moi, je pense qu'il ne connaissait pas la région, il ne connaissait pas cet endroit, de par les questions qu'il va poser au chauffeur de taxi. Et il y a une chose qui met tout de suite la puce à l'oreille, c'est qu'il a pris un taxi quand il est arrivé à Sligo pour se rendre de la gare au centre-ville, là où se trouvent les hôtels. Sauf que la gare n'est pas située très loin de l'hôtel où il a séjourné. Il aurait très bien pu faire ce morceau de voyage à pied. Les autorités vont également chercher dans tous les endroits possibles de Sligo un indice sur ce que contenait ce fameux sac en plastique violet. On va chercher dans les poubelles, dans les parcs, dans les maisons abandonnées, dans les déchetteries, les parkings souterrains, les boutiques de bienfaisance, les stations de bus, mais ils ne vont rien trouver, aucun indice qui pourrait identifier cet homme. On va aussi aller plus loin, on va utiliser la reconnaissance faciale pour comparer son visage à ceux de tous les passagers qui sont passés par les aéroports de Grande-Bretagne. Ça fait beaucoup de monde, ça va prendre un peu de temps, mais on n'obtiendra aucun indice, on ne sait même pas s'il est passé par ces aéroports. On n'a aucune trace, en tout cas sur les 7 derniers jours, de cet homme dans les aéroports de Grande-Bretagne. On ne sait même pas finalement s'il n'était pas déjà sur place, s'il n'était pas déjà en Irlande depuis de nombreuses années. Et donc après 5 mois d'investigation, 5 mois de recherche, 5 mois d'enquête, le corps de Peter Bergman, puisque c'est comme ça qu'on le connaît aujourd'hui, même s'il est toujours non identifié, est enterré à Sligo. Dans le plus grand calme, dans la plus grande discrétion, parce que personne ne s'est manifesté malgré les signalements à Interpol, malgré les appels à témoins. Personne n'a reconnu, parce qu'il y a une photo qui a été diffusée, encore une fois, vous pouvez la retrouver sur Internet, personne n'a reconnu cet homme. Et plus les années ont passé, aujourd'hui on est en 2022, plus les théories les plus folles ont commencé à surgir sur Internet, notamment certains ont avancé que Peter Bergman, cet homme, était un agent des renseignements, d'autres pensent que c'était un gangster poursuivi par un obscur groupe du crime organisé. Bref, on a le droit à toutes les théories sur Internet, mais cependant il reste toutes ces questions, les questions sur la vie, sur le passé de cet homme et les questions sur les circonstances aussi de sa mort. Alors, une fois n'est pas coutume, je le fais rarement dans ces vidéos, on va élaborer ensemble plusieurs hypothèses. On va commencer par l'hypothèse selon laquelle Peter Bergman ne s'est pas suicidé. On va faire des « et si ». Et si cet homme, donc, ne s'était pas suicidé? Et si cet homme avait simplement, entre guillemets, évidemment, fait un malaise cardiaque qui lui a été fatal ce 15 juin 2009. Je vous explique pourquoi. L'autopsie a montré aussi, et je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo, que dans le passé, dans la vie de ce Peter Bergman, il y a eu de nombreux arrêts cardiaques. Il a fait plusieurs crises cardiaques durant sa vie. Je vous redonne l'autopsie finale. Le médecin légiste de Sligo n'a trouvé aucune preuve de noyade classique dans l'eau salée, ni aucun signe d'acte criminel. Autrement dit, il ne s'est pas noyé et il n'a pas été tué. On n'a pas finalement de circonstances précises de la mort. C'est pour ça que j'émets cette hypothèse d'un malaise cardiaque. Et si il avait ce soir-là
été agressé. Et s'il avait subi un vol, par exemple, sur cette plage de Sligo, c'est vrai, finalement, la dernière fois qu'on le voit, ce 15 juin 2009, c'est à 23h50. Ça veut dire qu'il a peut-être aussi passé le début de nuit sur cette plage pour je ne sais quoi, observer l'horizon. Voilà, il avait peut-être des envies de passer la nuit sur cette plage, à marcher, à dormir peut-être. Et si quelqu'un avait tenté peut-être de lui dérober de l'argent, je rappelle qu'il avait du liquide sur lui, on a retrouvé 140 € près de son corps. Ce sont des affaires qui ont été posées. Est-ce que c'est lui qui les a posées volontairement? Est-ce qu'il a subi donc un vol et ce vol lui a entraîné un malaise cardiaque qui lui a été fatal? Ce sont simplement des interrogations, des suggestions. Restons maintenant sur cette hypothèse selon laquelle cet homme est venu finir sa vie, finir ses derniers instants ici à Sligo en Irlande. Pourquoi Sligo? Pourquoi Irlande? Pourquoi cette volonté de cacher son identité, cette volonté de se débarrasser de ses affaires personnelles, de couper les étiquettes de ses vêtements? Ça, ce sont des questions évidemment que les enquêteurs se posent, c'est des questions que vous vous posez certainement. On va essayer d'émettre des hypothèses, à commencer par son nom, Peter Bergman, et son adresse en Autriche. Ce ne sont pas des choses qu'on invente comme ça dans la seconde quand on nous pose la question. Ce sont des choses forcément qui ont été réfléchies. Et toujours, si on suit cette hypothèse où il a voulu effacer sa vie, son passé, qu'on ne sache pas en tout cas qui il était, il a forcément pris un nom qu'il avait entendu ou un nom qui l'inspirait. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Je me suis dit, Peter Bergman, c'est peut-être un nom qui l'a inspiré à un moment dans sa vie. Alors, je me suis mis à chercher sur internet Peter Bergman. Et quand on tape donc Peter Bergman, comme on l'entend, hein, si on l'écrit comme on l'entend, on tombe sur cet acteur américain que vous connaissez peut-être, qui est connu pour avoir joué dans la série Les Feux de l'amour, qu'il a rejoint en 1989 pour jouer le rôle de Jack Abbott. Moi je connais pas du tout Les Feux de l'amour, mais en tout cas Peter Bergman c'est un acteur américain. Bon, sauf que Bergman, là, s'écrit avec un seul N. Et donc maintenant, j'ai essayé de rechercher Peter Bergman avec deux N, tel qu'il a éplé son nom quand il s'est enregistré à l'hôtel de Sligo. Et là, je suis tombé, en faisant des recherches, sur un certain Peter Bergman, qui est un illustrateur, qui est né en 1937 en Suisse. Il y a grandi avec ses frères et sœurs. Et en m'intéressant à la biographie de ce fameux Peter Bergman, ce fameux illustrateur, je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Il y a un livre qu'il a illustré, qui m'a interloqué. Ce livre s'appelle Force cosmique et force terrestre dans l'homme et dans la nature. Alors j'ai feuilleté et je me suis procuré ce livre pour essayer de voir les illustrations et de comprendre un peu ce que racontait ce livre, toujours en me disant, et si ce nom Peter Bergman n'était pas un nom inconnu finalement, c'était un nom qui avait résonné dans la vie de cet homme. Et ce livre, quand on le feuillete, avec les illustrations, nous permet de comprendre les phénomènes de la nature avec l'homme au centre, au milieu de tout ça. Et du coup, j'ai mené la réflexion un peu plus loin, ça peut être une réflexion philosophique si on va dans ce sens. Quel est le pays, quelle est la région où les forces cosmiques et les forces terrestres sont les plus importantes, où tout se mélange? L'Irlande est précisément le comté de Sligo. Et encore une fois, ce ne sont que des suggestions. Et si Peter Bergman n'était pas un nom inconnu, n'était pas un nom improvisé comme ça? Et si cet illustrateur l'avait marqué durant sa vie, ne serait-ce qu'une fois? Parlons maintenant, et encore une fois ça va être une hypothèse, mais une hypothèse qui paraît quand même assez probable, et si cet homme avait toujours été plus ou moins seul dans sa vie, si cet homme était un intellectuel et qu'il n'était pas très sociable et qu'il n'avait pas eu beaucoup d'amis dans sa vie, et si cet homme a eu durant sa vie des choses graves qui lui sont arrivées, comme perdre sa femme par exemple. Si cet homme n'a jamais eu d'enfant, ça voudrait dire qu'il a perdu sa femme, qu'il n'a pas eu d'enfant et qu'il s'est retrouvé à un moment seul. Et se sachant malade, il a voulu tout simplement terminer sa vie un peu comme elle l'était ces dernières années, c'est-à-dire seul, et qu'aucune trace de son passé ne puisse finalement ressurgir. On peut faire beaucoup d'analyses sur cette histoire. Moi, ce ne sont que des recherches, que des analyses, que des suggestions que je vous donne. Moi, mon sentiment, il est ce qu'il est. Je pense effectivement que cet homme a toujours été seul dans sa vie, qu'il a peut-être eu une femme à un moment donné, que cette femme est décédée avant lui, qu'il a continué sa vie tout seul, qu'il n'a pas eu d'enfant. C'était certainement
un littéraire, c'était certainement peut-être un philosophe, quelqu'un qui était plongé dans ses bouquins, peut-être qui vivait dans une zone isolée et qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis durant sa vie, voire quasiment aucun. Et qu'une fois sa femme décédée, a décidé de terminer sa vie dans un endroit où il serait le plus proche de ses forces cosmiques terrestres, le plus proche de la nature, un endroit où tout se mélangerait, les montagnes, où toute la nature se mélangerait, où il serait un peu au centre de tout ça, un endroit dont les couleurs lui rappelleraient peut-être les illustrations de cet homme qu'il a découvert en lisant ce livre, Force cosmique et force terrestre, dans l'homme et dans la nature. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, mais l'hypothèse probable, effectivement, pour moi en tout cas, c'est que cet homme n'avait aucune famille, ni aucun ami, il était tout seul et il a voulu simplement terminer sa vie tout seul. Peut-être n'avait-il pas envie de se suicider ce jour-là. Il y a plein de questions qui restent en tout cas en suspens. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres histoires, des collaborations également qui arrivent, et prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!